Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Nous ouvrons notre journal de ce lundi 18 avril avec une page politique. Au Bénin, le premier conseil des ministres du nouveau président, Patrice Talon, s'est tenu mercredi dernier. À l'issue de ce conclave gouvernemental, il a été retenu que les concours de recrutement dans la fonction publique, organisés depuis le premier trimestre de l'année 2015, sont suspendus. Cette décision n'a pas plu évidemment aux nouvelles recrues à un concours à polémique. Sans aucune autorisation, elles ont cependant organisé un sit-in dès le lendemain, jeudi, devant la présidence de la République. Les forces de l'ordre en faction n'ont pas réagi face au collectif des admis au concours. Le gouvernement a toutefois mis sur pied une commission de vérification afin de s'assurer que ces concours se sont déroulés dans les règles de l'art avant de les valider ou bien de les annuler. Et je vous propose d'écouter ces revendications de quelques-unes de ces recrues. Elles s'expriment au micro de notre correspondant au Bénin, Romuald Vissot. Il convient de rappeler également que l'administration publique a autorisé les lauréats à démissionner de leur précédent emploi quand elle les a invités à prendre service depuis plus de 6 mois. En conséquence, nous, collectif des lauréats des concours et recrutements organisés au cours de l'année 2015 au profit de l'administration publique, exigeons 1. L'annulation pure et simple de la décision de suspension et la saisine au besoin des institutions compétentes afin qu'elles s'en occupent selon les dispositions de notre législation. 2. Une audience auprès du président de la République afin de faire la lumière au sujet des éléments faisant objet de polémique et de rompre le chapelet de frustration dont font l'objet les lauréats à ce concours depuis plusieurs mois. Nous sommes venus ici à la présidence ce matin pour dire non à l'injustice. À l'injustice dont nous sommes victimes et qu'ils veulent amplifier. On a suivi le conseil des ministres hier. Et nous ne sommes pas contents, nous enfants de pauvres, enfants de menuisiers, enfants de vulgarisateurs qui sommes admis. Nous ne sommes pas contents de cette décision-là. Et on continue en politique. En Afrique de l'Est à présent, samedi à Nakuru, le président kényan Uhuru Kenyatta s'est exprimé en public. Accompagné de son vice-président William Ruto, le chef de l'État a appelé à la réconciliation et à l'unité. Un discours qui intervient alors que la Cour pénale internationale vient d'abandonner les poursuites à l'encontre de messieurs Kenyatta et Ruto concernant les violences post-électorales de 2007-2008. Écoutez les deux politiciens ainsi que des militants. Nous ne sommes pas ici pour faire la fête, mais pour nous souvenir et pour prier les uns pour les autres. Nous nous consacrons à la réconciliation et à la construction d'une nation plus solide. Des gens innocents dans notre pays ont été injustement rendus responsables de ce qu'il s'est passé en 2007-2008. Nous devons rejeter l'ethnicité qui crée des tensions au sein de notre peuple. Nous devons refuser d'être divisés. Je suis ici parce que j'ai été témoin du conflit qui a provoqué beaucoup de tragédies à Nakuru. J'ai vu tout ce qui s'est passé ici. Et voyant que nous avons maintenant une chance de nous réconcilier une bonne fois pour toutes et laisser cette tragédie derrière nous, c'est ce qui m'a amené ici et rempli de joie. C'est une étape importante pour les Kenyans et je le vois plus comme une réflexion qu'une fête. C'est un moment où les Kenyans peuvent s'arrêter pour penser et réfléchir à ce qui nous a amenés ici. En fait, nous savons tous que ce sont les élections de 2007-2008 qui nous ont amenés ici. Donc, en tant que pays, nous pouvons saisir cette opportunité pour dialoguer, réfléchir et voir s'il y a des choses que nous faisons bien et qu'il faudrait poursuivre. Et s'il y a des choses que nous faisons mal, c'est le moment de s'arrêter et de dire qu'en ce jour d'avril 2016, nous avons décidé de prendre une nouvelle direction.
Opération séduction également pour le président sud-africain. Samedi, depuis la ville de Port Elizabeth, Jacob Zuma a lancé le manifeste électoral de son parti, le Congrès national africain. 2 semaines seulement après avoir été jugé coupable d'avoir commis une faute constitutionnelle, le chef de l'État a essayé de convaincre les partisans de l'ANC que justement, voter pour son parti est un geste en faveur de la Constitution. Le programme électoral présenté ce jour-là est celui que défendra l'ANC lors des élections municipales d'août prochain. Et bien que son parti l'ait soutenu pour ne pas être démis de ses fonctions début avril, les partisans présents samedi dans les gradins du stade Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth étaient moins nombreux que prévu. De 100 000 attendus, il n'en est venu que 40 000 environ. Le président sud-africain appelle à l'unification derrière l'ANC et les militants présents semblent déjà avoir tourné la page du scandale Nkandla, du nom de la rénovation de sa résidence privée avec des deniers publics. Je vous propose de les écouter. Voter pour l'ANC, c'est voter pour une Afrique du Sud unie, antiraciste, démocratique, non sexiste et prospère. C'est un vote pour la Constitution de la République. Jacob Zuma est là, c'est aussi un être humain. On doit le défendre en tant qu'être humain. Ce n'est pas Dieu, il fait des erreurs, comme je peux en faire aussi. Restons en Afrique australe où le Malawi est frappé de plein fouet par de terribles inondations. Après un état de catastrophe naturelle qui a été déclaré le 13 avril dernier pour cause de graves sécheresses, c'est désormais un état d'urgence que vient de déclarer le président suite aux pluies torrentielles qui ont fait plusieurs morts ces derniers jours. Autant de catastrophes climatiques qui posent également un réel problème sanitaire dans le pays. Témoignage. C'était aux alentours de 9 h du soir qu'il s'est mis à pleuvoir. Mes enfants et moi dormions dans notre chambre. Soudain, la maison s'est effondrée sur nous. J'avais 4 enfants, 2 sont morts, il m'en reste 2. La situation au niveau de la catastrophe. Nous recevons toujours des rapports de gens qui ont perdu leur propriété, surtout de maisons qui se sont effondrées. Nous en parlions dans notre journal Vox News vendredi soir. Le Mali a rendu hommage à son photographe de renom Malik Sidibé. Les cérémonies se sont poursuivies ce week-end pour honorer le photographe décédé jeudi à l'âge de 80 ans à Bamako et considéré comme l'un des pionniers africains de son art. Malik Sidibé s'était notamment fait connaître par ses portraits sensibles de la vie quotidienne de son pays, le Mali. Celui que l'on surnommait la boussole ou encore le baobab de la photographie africaine s'est éteint suite à une longue lutte contre la maladie. Samedi à Bamako, nombreux étaient encore ceux qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Le travail de Malik Sidibé avait notamment été récompensé par un lion d'or obtenu à la Biennale de Venise ou encore les prix Hasselblad en Suède ou du Centre international de la photographie de New York. Pour la ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, la disparition de Malik Sidibé est une grande perte pour le Mali, lui qui, selon ses termes, faisait partie du patrimoine culturel national. Écoutez. Malik Sidibé, toi qui parles la photographie, a su être la mémoire des évolutions des classes sociales maliennes. Tu n'as eu d'autre destin que celui de t'inscrire dans la mémoire collective du monde de l'éternité. Son travail de portraitiste était indéniable. Cependant, il a quand même réussi la seule chose que les autres n'ont pas vue. C'est-à-dire Malik était aussi quelqu'un de mobile, c'est-à-dire il est sorti du studio à un moment de sa vie pour travailler en extérieur, en reportage, pour chercher, pour courir après l'image. Et d'ailleurs, la partie la plus importante de son travail qu'on connaît, ce n'est pas son travail de studio, c'est le travail qu'il a fait en faisant les surprises parties. Un esprit créatif, il fait sa conception très rapidement, il vérifie tout et il déclenche. Malik, ce que j'ai constaté, rarement il a fait 2 photos pour la même prise. Une, et s'il doute, c'est une deuxième. Ça, c'est vraiment une particularité de Malik Sidibé. À l'international, la nouvelle vient de tomber. Les députés brésiliens viennent de voter en faveur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff.
Le vote a été acté dimanche à plus de 23 heures, heure locale, par le Sénat brésilien à une écrasante majorité. Un vote historique qui s'est déroulé dans une ambiance survoltée et menée tambour battant autour du député du parti d'opposition de droite PSBB, Bruno Araújo. Monsieur Araújo qui a annoncé la victoire du camp en faveur de la destitution avec 342 voix. Le camp de l'impeachment a ainsi franchi la barre fatidique des 2/3 des voix qui étaient requises pour le renvoi de la procédure au Sénat. Pour José Guimarães, le leader de la Chambre des députés du Brésil du Parti de gauche des travailleurs, eh bien, cette défaite n'est que provisoire et elle ne signifie pas que la guerre est perdue. Et Dilma Rousseff est accusée, on vous le rappelle, de maquillage de compte public en 2014, année de sa réélection. Et par ailleurs en 2015, et pour masquer l'ampleur de la crise économique, la présidente avait nié avoir commis un crime dit de responsabilité et dénoncé une tentative de coup d'État institutionnel. Son mandat ne semble donc désormais tenir qu'à un fil. Un peu plus tôt dans la journée, de nombreuses manifestations pour ou contre la mesure d'impeachment avaient eu lieu dans tout le Brésil, comme ici vous le voyez sur la plage de Rio à Copacabana, où la population était en faveur de la destitution, alors en cours de vote à la Chambre des députés. À Brasilia, en revanche, c'étaient plutôt les sympathisants du gouvernement qui attendaient crisper les résultats du vote des députés. Je vous propose d'écouter ces partisans du oui. Je suis là car je suis brésilienne et j'aime mon pays. Je déteste la corruption, je déteste le PT. Dilma Rousseff est une citoyenne qui a candidaté à la présidence pour faire un coup d'État au Brésil. Le Brésil est un échec. Il est abîmé car pendant 14 ans, on a volé des millions et les enfants aujourd'hui ont faim. Les hôpitaux sont détruits, les personnes sont au chômage et cherchent un emploi à l'étranger. Leurs rêves sont détruits à cause de 14 années de mensonges et ça doit terminer aujourd'hui. Retour en Afrique pour terminer ce journal. Au Soudan du Sud, alors que le chef des rebelles et nouveau vice-président Riek Machar est attendu ce lundi à Djouba, eh bien les Sud-Soudanais se sont rendus nombreux samedi pour assister à un tournoi de lutte. L'événement autour de ce sport roi au Soudan du Sud était organisé pour célébrer l'espoir d'un retour à la paix dans ce pays qui, vous le savez, vit dans le chaos depuis décembre 2013. Conformément à l'accord de paix qui a été signé le 26 août dernier, eh bien 1370 soldats et policiers rebelles sont rentrés à Djouba la semaine dernière afin d'assurer la sécurité de M. Machar, qui est attendu pour former un gouvernement de transition avec son rival, le président Salva Kiir. En attendant, la foule était-elle en liesse dans l'arène hier à Djouba, samedi. Le spectacle sportif a quelque peu fait oublier les massacres qui ont fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 300 000 déplacés dans tout le pays. Écoutez ces commentaires. Nous sommes très heureux car le dernier combat a eu lieu le 14 décembre 2015 et le 15, la guerre a démarré. Donc ce timing, cette coïncidence dans les dates, l'arrivée de Riek Machar dans les prochains jours et le retour de la paix dans le pays, c'est extrêmement important et cela montre l'importance du sport dans le maintien de la paix parmi les communautés. Je soutiens le Soudan du Sud actuellement car nous voulons que les lutteurs sud-soudanais s'exportent dans le monde entier pour prouver que nous, Sud-Soudanais, nous avons notre propre lutte. Nous voulons conquérir le monde avec la lutte, tout comme le football l'a fait, car c'est notre sport, la lutte. Nous soutenons cet événement qui promeut la paix au Soudan du Sud. La lutte est un sport très populaire chez les Sud-Soudanais et partout dans le pays. Et quand vous voyez tous les gens venus assister au combat aujourd'hui, on voit qu'ils soutiennent cela. Cela va durer la semaine prochaine pendant 4 jours avec des gens qui viennent de 4 communautés différentes du Soudan du Sud et qui se rassemblent dans la paix pour profiter de ce sport si populaire. Et c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 18 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. Bonne suite de programme sur Vox Africa.